Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Pendant des décennies, honnêtement, le manuel de survie professionnelle, il était d'une simplicité absolue, presque mathématique, quoi. Ouais, très linéaire. C'est ça. Il suffisait d'accumuler les certifications techniques, de maîtriser genre le tout dernier langage de programmation à la mode, ou de mémoriser par cœur des normes financières ou juridiques super complexes. Et ça suffisait pour être en sécurité. Totalement. Et la croyance populaire, celle qui est d'ailleurs encore enseignée dans la majorité des écoles aujourd'hui, elle affirme que face à la montée foudroyante de l'intelligence artificielle, la seule porte de salut, c'est de devenir encore plus technique. De rivaliser avec la machine sur son propre terrain, en fait. Exactement, en se gavant de données, de process. Et c'est pour ça que je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. La réalité brute, froide et honnêtement assez inconfortable qui ressort de tous les documents qu'on a épluchés pour cette analyse, elle est tout autre. Ah ça, c'est clair. En 2026, ces fameux CV bourrés de certifications techniques, ceux qui faisaient baver les recruteurs il y a 5 ans, ils finissent très souvent directement à la poubelle. Et c'est un constat qui peut paraître hyper brutal, tu sais, pour tous ceux qui ont passé des années à perfectionner une expertise très ciblée, mais c'est la stricte réalité stratégique du marché actuel. Je suis ravi qu'on aborde ça. Ouais, l'idée de cette plongée au cœur de nos sources, c'est de tout décortiquer. C'est ça. Parce que la véritable sécurité de l'emploi aujourd'hui, elle ne réside absolument plus dans ce que l'on sait faire techniquement à un instant T. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces compétences ont aujourd'hui une date de péremption extrêmement courte. C'est fou quand on y pense. Ouais. Une expertise technique qui prenait 10 ans à maîtriser, bam, elle peut être répliquée par un modèle de langage du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ouais. Et c'est la promesse centrale de notre exploration d'aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, l'objectif, c'est que notre auditoire comprenne exactement pourquoi cette course effrénée à la dernière certification, c'est une perte de temps monumentale si elle n'est pas couplée à autre chose. C'est le grand piège. Jusqu'à 30% plus élevé que leur père, hein ? 30%. Alors que les autres sont parfois bien plus qualifiés techniquement. C'est paradoxal, mais c'est la réalité. Du coup, le but, c'est que plus personne ne regarde son propre développement professionnel de la même manière après avoir écouté ça. Notre mission, elle est super claire. Il s'agit de synthétiser les tendances de recrutement de 2026 pour séparer le bruit médiatique ambiant, qui génère énormément d'anxiété autour du remplacement de l'humain par l'IA, de la réalité concrète des entreprises. Et pour ça, il faut d'abord diagnostiquer le vrai problème auquel elles font face. Ok. Alors décortiquons ça. Pour bien visualiser ce basculement, j'aimerais proposer une nouvelle image, parce que l'ancienne métaphore du cerveau comme un logiciel, ça suffit plus. Je t'écoute. Imaginons plutôt le fonctionnement d'une IA actuelle. Les compétences techniques, les fameuses hard skills, c'est comme la base de données initiale avec laquelle on entraîne un modèle. Ouais, le dataset de base. Voilà. C'est essentiel pour démarrer, c'est très utile, mais cette base de données, elle est figée. Elle vieillit mal, elle a besoin d'injections constantes de nouvelles données. Par contre, les power skills, c'est l'algorithme d'apprentissage profond lui-même. Ah, c'est intéressant ça. C'est la mécanique interne qui permet d'ingérer des données inconnues, de s'adapter à des situations qui n'étaient pas dans le manuel et de générer de la valeur dans un environnement totalement imprévisible. L'analogie est particulièrement juste. Elle souligne bien le mécanisme en jeu. Parce que pour comprendre pourquoi ces power skills écrasent désormais les hard skills dans les évaluations, il faut regarder ce qui a cassé dans le système traditionnel. Qu'est-ce qui a cassé concrètement ? Le problème majeur des organisations aujourd'hui, c'est pas un manque d'ingénieurs ou de techniciens hyper spécialisés. Le vrai mal, c'est une crise d'adaptabilité sans précédent. Pendant longtemps, les entreprises ont bâti des modèles basés sur la prévisibilité. On embauchait un comptable pour appliquer une norme fiscale immuable ou un dev pour maintenir un code stable sur 5 ans. Sauf qu'aujourd'hui, l'immuable, ça n'existait plus. Exactement. Ces solutions traditionnelles, elles échouent lamentablement face à l'accélération. Attends, je me fais l'avocate du diable une seconde. Vas-y. Est-ce que ça veut dire que l'expertise technique, ça sert purement et simplement plus à rien ? Je veux dire, doit-on en déduire qu'il faut arrêter d'apprendre à coder, d'étudier la biologie moléculaire ou la finance, sous prétexte que l'IA va tout faire ? C'est un raccourci un peu dangereux, non ? Ah, mais c'est une excellente objection. Et il faut être très très clair là-dessus. Non, la technique n'est pas morte. Ouf, rassurant. Ouais. Elle reste le ticket d'entrée.
Elle est indispensable pour prouver qu'on comprend les fondations d'un métier. Mais la nuance fondamentale, et c'est ce que disent toutes nos sources, c'est qu'elle n'est plus le critère de différenciation qui garantit la progression. C'est juste le minimum syndical, quoi. C'est ça. La technique, elle te permet de participer au match, mais elle te garantit plus la victoire. Ce qui est fascinant ici, c'est de regarder le mécanisme même de l'automatisation. L'IA ne remplace pas l'humain dans sa globalité. Elle remplace l'humain qui se comporte comme une machine. Attends, c'est-à-dire comment un humain se comporte-t-il comme une machine au bureau? Dès lors qu'un professionnel agit de manière purement algorithmique. Donne-moi un exemple. Prenons un auditeur junior, financier. Si son travail, ça consiste uniquement à extraire des chiffres de la case A pour vérifier s'ils correspondent à la règle B dans un fichier Excel, Ok, oui. il agit comme un algorithme humain. Il applique une recette sans recul critique. Et sur ce terrain-là, la technologie sera toujours infiniment plus rapide, moins coûteuse et fera zéro erreur. Ouais, il a aucune chance. Aucune. L'écosystème actuel, avec la digitalisation post-pandémique et les modèles hyper volatiles, il recherche la seule chose que la machine ne sait pas faire. Gérer l'ambiguïté. Exactement. L'agilité organisationnelle est devenue la seule protection contre la faillite. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Puisque l'expertise technique est devenue une commodité d'accès à un truc que tu peux acheter via un abonnement SaaS ou délégué à une IA, il faut examiner les vrais leviers de différenciation. Les fameux angles morts. Voilà, les angles morts du recrutement, comme les appellent nos documents. Pendant longtemps, le monde de l'entreprise a considéré ces fameuses soft skills comme des traits de caractère innés, tu vois. Le mythe disait qu'on naissait avec un charisme naturel ou qu'on était naturellement empathique. Comme un don tombé du ciel. C'est ça, genre c'est dans ton ADN ou ça ne l'est pas. Or, les sources démontrent qu'il s'agit de véritables compétences stratégiques mesurables, des mécanismes qu'on peut construire. Et la première de ces 5 power skills, c'est l'adaptabilité, qui est directement couplée à la deuxième, l'apprentissage continu. Tout à fait. Et il y a une idée super contre-intuitive ici pour beaucoup de gens. L'adaptabilité, c'est pas du tout un trait de caractère passif. C'est pas juste subir le changement. Pas du tout. C'est pas juste faire le dos rond en attendant que la tempête passe, quand il y a une restructuration. Nos sources parlent de flexibilité cognitive. Et le mécanisme derrière ça, il est neurobiologique. C'est la capacité active à désapprendre. Désapprendre. Waouh, c'est un concept puissant, ça. Comment ça fonctionne concrètement au bureau? Le cerveau humain, il est câblé pour créer des routines. Ça lui fait économiser de l'énergie. Logique. Donc, quand un expert technique a passé 10 ans à résoudre un problème avec une méthode précise, son cerveau a créé une autoroute neuronale. C'est confortable. La flexibilité cognitive, c'est la capacité consciente et souvent douloureuse de détruire cette autoroute quand l'environnement change. D'accepter qu'une nouvelle méthode, même super maladroite au début, c'est désormais la bonne. Donc c'est tuer son propre ego technique, en gros. Exactement. Les gens qui ont cette compétence, ils ne voient pas les disruptions massives comme des menaces qui les paralysent, mais comme des anomalies hyper intéressantes à explorer. Et ça rejoint directement le concept d'apprentissage continu. En lisant les documents, j'ai vraiment été frappée par la façon dont les recruteurs de 2026 perçoivent l'auto-formation. On est très très loin de l'époque où avoir suivi un petit webinaire en ligne le dimanche, ça donnait un léger bonus sur le CV. Ah oui, c'est devenu un enjeu purement financier pour les boîtes. Complètement. Dans un environnement qui bouge tout le temps, cette capacité d'apprentissage continu, cette autodidaxie prouvée, c'est un avantage concurrentiel massif. Le mécanisme est simple et les recruteurs l'ont bien compris. C'est une question de rentabilité. Voilà. Un candidat qui démontre qu'il sait s'auto-former, il prouve au RH qu'il va réduire drastiquement son time to value. Le temps pour devenir rentable. Exactement. Il aura besoin de beaucoup moins de micromanagement, il va identifier lui-même ses propres lacunes face à un nouveau logiciel et il ira chercher l'info tout seul, sans attendre qu'on lui paye une formation de 3 jours en présentiel. Il est autonome dans sa mise à jour, quoi. Ce qui nous amène d'ailleurs à un pivot majeur dans notre exploration, le 3e pilier, le leadership collaboratif. Ah, mon préféré! Et là, l'idée contre-intuitive centrale, c'est que l'influence remplace totalement l'autorité formelle. Le management hiérarchique à la papa, genre command and control, où le boss donne un ordre et l'équipe s'exécute par peur de se faire virer. C'est décrit comme totalement obsolète. Absolument obsolète. Le fonctionnement même des boîtes a muté. On est aujourd'hui dans des organisations qu'on appelle matricielles. Qu'est-ce que ça implique au quotidien? Ça veut dire qu'un projet implique presque toujours la collaboration de plein de départements qui n'ont aucun lien de subordination entre eux. Ah oui, le fameux travail en silo qu'on essaye de casser. C'est ça. Prends un chef de projet IT. Il doit convaincre l'équipe marketing, le juridique et les commerciaux de changer leurs habitudes pour utiliser un nouvel outil. Sauf qu'il est le chef de personne. Non, il est le patron de personne nulle.
Il peut ni les licencier, ni augmenter leurs primes. S'il arrive avec une posture d'autorité classique, genre « je vous ordonne de faire ça », il va se prendre une mur de résistance passive énorme. C'est là que la capacité à exercer une influence positive, à fédérer autour d'une vision, ça devient vital. Attends, là, il faut qu'on appuie sur pause. Je vais encore me faire l'avocate du diable et challenger sérieusement cette vision. Vas-y, je t'en prie. Si plus personne n'a d'autorité formelle, si tout le monde est sur un pied d'égalité et cherche juste à influencer gentiment ses collègues avec bienveillance, est-ce que ça mène pas tout droit à une paralysie organisationnelle totale? Ah, la peur du chaos. Ben oui, ne risque-t-on pas de finir dans une boucle de réunions interminable où tout le monde donne son avis, où on cherche un consensus mou, et au final, aucune décision difficile n'est jamais prise? Comment le boulot avance vraiment? C'est la critique la plus fréquente face à ce concept, et elle est super pertinente. Et c'est justement là que réside la différence entre un mauvais leadership participatif et un vrai leadership collaboratif. Ok, comment on fait la différence? Le mécanisme de l'influence, c'est pas la recherche du consensus absolu, c'est la construction d'une monnaie de confiance. Une monnaie de confiance? Ouais. Un bon leader collaboratif, il passe pas son temps à demander la permission à tout le monde. Il commence par écouter activement. Il écoute les contraintes du juridique, les objectifs de rentabilité du marketing. Donc il fait ses devoirs, quoi. Voilà. En démontrant qu'il comprend leurs enjeux, ce que les sources appellent l'empathie cognitive, il gagne le droit d'être écouté à son tour. Il n'arrive pas en disant « faites ceci parce que j'ai raison », il dit « voici comment ce changement va servir vos propres intérêts ». Ah, c'est beaucoup plus malin. Il ne s'agit pas d'éviter les décisions difficiles, il s'agit de s'assurer que quand on tranche, même ceux qui étaient contre au début soutiennent le projet parce que le process était intellectuellement honnête. Ouais, je comprends beaucoup mieux. C'est pour ça que, dans mes notes, j'aimais bien visualiser cette dynamique avec une allégorie spatiale. L'allégorie spatiale, ouais, raconte. Le leadership moderne, c'est plus du tout être le grand général qui donne des ordres depuis le sommet de sa colline. C'est plutôt être le soleil au centre d'un système planétaire, tu vois? Ok, je vois l'image. Chaque département, le marketing, l'IT, la compta, c'est une planète. Elle a sa propre orbite, sa propre gravité, sa propre vitesse. Le rôle du leader, c'est d'être ce centre de gravité massif qui maintient tout le système en cohésion. Non pas par la force d'un impact, mais par une attraction continue, pour que tout le monde avance dans la même direction. L'analogie du système solaire est parfaite pour illustrer ça, cette mécanique de la gravité invisible. Et du coup, cette gravité invisible, elle nous amène tout droit aux deux dernières power skills, celles qui en sont les vecteurs, la communication interpersonnelle avancée et la pensée critique. Qui sont hyper liés à notre époque. Totalement. Si on connecte ça au travail hybride, à la normalisation des équipes éparpillées sur plusieurs fuseaux horaires, le défi communicationnel, il est immense. Ouais, on parle plus seulement de savoir faire de belles présentations PowerPoint ou de bien parler en public, n'est-ce pas, hein? Plus du tout. La communication avancée aujourd'hui, c'est la maîtrise absolue de l'espace asynchrone et de l'écran. À distance, tous les signaux non-verbaux, qui font d'habitude 80% de la com humaine, ils sont gommés. Complètement effacé par la visio. Voilà. Du coup, l'empathie et l'intelligence émotionnelle, ça devient des outils techniques pour pallier ce vide. C'est la capacité à lire les micro-silences pendant un call Teams, à structurer un message sur Slack pour que ça génère pas d'angoisse chez le collègue qui va le lire à 22h. Ah ouais, le fameux message « faut qu'on parle » envoyé le vendredi soir. Le truc à ne jamais faire. L'enfer absolu. C'est aussi savoir, par exemple, quand il faut escalader un problème par un coup de fil direct plutôt que de laisser s'enliser un fil de discussion écrit qui devient toxique. En fait, c'est une véritable ingénierie de l'interaction humaine. Et la pensée critique, elle intervient pour structurer tout ça face au chaos de l'information. Nos sources insistent lourdement là-dessus d'ailleurs. Mais pourquoi la pensée critique est-elle classée comme une compétence comportementale et pas juste un truc purement intellectuel? Excellente question. C'est parce que son principal mécanisme d'action, en fait, c'est de déjouer nos propres réflexes psychologiques, surtout nos biais cognitifs. D'accord. On évolue dans un monde de surcharge informationnelle permanente. Un manager aujourd'hui, il reçoit des données d'une IA, des rapports financiers de la direction et des retours clients du terrain. Et très souvent, ces trois sources se contredisent complètement. C'est la pagaille. Grave. Et le réflexe humain de base, c'est le biais de confirmation. On cherche inconsciemment, dans ce tas de données, ce qui valide l'idée qu'on avait déjà en tête au départ. C'est tellement vrai. Mais du coup, comment un professionnel qui a une forte pensée critique, comment il désarme ce biais de confirmation, concrètement? En utilisant ce qu'on appelle la réflexion de second ordre. C'est-à-dire? Je te donne un exemple.
Un algorithme suggère de couper le budget du service client de 20% pour maximiser le ROI immédiat de ce trimestre. Le collaborateur moyen, il va s'arrêter à cette première solution. L'IA a dit que ça rapportait de l'argent, on valide. C'est la facilité. Mais le professionnel, doté d'une pensée critique, il va activement chercher des preuves qui contredisent cette suggestion. Il va analyser les conséquences de deuxième ou troisième niveau. Genre, quels seront les effets de bord? Exactement. Que se passera-t-il sur la réputation de la marque dans 2 ans? Quel sera l'impact sur le burn-out et la rétention des employés du service client qui vont devoir faire le même boulot avec moins de budget? Donc, l'entreprise n'a pas besoin de quelqu'un qui fait juste un tampon d'approbation sur ce que dit l'algo. Jamais. Elle a besoin de quelqu'un qui sait décomposer un problème complexe et faire preuve d'un scepticisme constructif. Bon, tout ça brosse un tableau extrêmement clair. Et pour quiconque écoute, on comprend parfaitement pourquoi ces 5 power skills, flexibilité cognitive, apprentissage continu, leadership collaboratif, communication avancée et pensée critique, ont une valeur financière aussi énorme. C'est le Graal pour les entreprises. C'est véritablement un modèle de valeur niveau masterclass. Mais bon, connaître la théorie, ça suffit pas. Notre auditoire doit savoir comment on intègre ce modèle mental pour de vrai. La grande question, celle qui fait transpirer n'importe quel candidat avant un entretien, c'est comment prouver ses compétences intangibles à un recruteur. Ah bah oui, parce que tu peux pas juste l'écrire. Bah non, tu peux pas juste balancer excellente flexibilité cognitive et super leader collaboratif sur un CV et espérer que ça passe le filtre magique. Absolument. Et c'est tout l'enjeu du passage à l'action. C'est pour ça que nos textes fournissent un cadre de décision hyper clair pour développer ces compétences qui s'appelle la pratique délibérée. La pratique délibérée. Ouais. Il faut bien comprendre qu'on ne développe pas l'empathie ou l'influence juste en lisant un bouquin de management à la plage. La pratique délibérée, ça exige de se forcer, au quotidien, à s'exposer à des situations où on est incompétent ou vulnérable. Ouch, c'est pas confortable. Donnons des exemples très concrets. Quels sont les mécanismes de cette pratique délibérée au sein même d'une boîte? Il faut se créer ce que les sources appellent des bacs à sable professionnels, des zones de test. La méthode la plus efficace mentionnée, c'est de solliciter systématiquement des missions transversales. Et de préférence, dans des départements où tu n'as aucune expertise technique. Genre un dev qui va aider le marketing sur une campagne. Exactement, il est en dehors de sa zone de confort, il doit apprendre à communiquer autrement. Une autre méthode hyper puissante, c'est le mentoring. Le mentoring. Ouais. Se faire mentorer par quelqu'un d'un secteur totalement différent, ou encore mieux, mentorer soi-même une jeune recrue. Mais pourquoi le mentoring spécifiquement pour développer le leadership? Parce que c'est l'exercice ultime d'influence sans autorité. Un mentor, il n'a aucun pouvoir de coercition sur son mentoré. Tu peux pas le virer. Si tes conseils sont mauvais ou s'ils sont donnés avec arrogance, le mentoré va juste arrêter d'écouter. C'est un test de réalité immédiat. C'est un terrain d'entraînement redoutable pour affûter son intelligence émotionnelle. C'est pareil, si on s'engage dans des projets associatifs complexes en dehors du travail, tu vois, ça te force à mobiliser des bénévoles uniquement par la puissance de ta vision. Ben oui, puisqu'il n'y a pas de salaire à la clé pour les motiver, hein. Exactement. Si tu arrives à faire bosser des bénévoles ensemble le week-end, tu as un sacré leadership collaboratif. Très bien, on a ce cadre pour s'entraîner. Mais reprenons notre scénario face aux recruteurs. Comment ces RH s'y prennent-ils en 2026 pour percer à jour ceux qui récitent juste des buzzwords à la mode par rapport à ceux qui ont vraiment fait ce travail de fond? Le process a totalement muté. Les vieilles questions pièges du type « Quelles sont vos plus grandes faiblesses ?» Ça n'existe plus. Fini le « je suis trop perfectionniste ». Fini. Les recruteurs, ils utilisent désormais des entretiens comportementaux très denses. Ils se basent sur la méthode STAR, S-T-A-R, situation, tâche, action, résultat. Mais attention, la subtilité en 2026, c'est que c'est ultra orienté vers l'échec et la friction. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Quelles questions pourraient être posées lors d'un entretien? Un recruteur va par exemple te regarder dans les yeux et demander « Racontez-moi en détail la dernière fois où vous avez dû mener à bien un projet critique alors que 2 personnes clés de l'équipe refusaient de coopérer. Quelles ont été les conversations exactes que vous avez eues avec elles et comment avez-vous ajusté votre approche face à leur refus catégorique ?» Ah oui, c'est super précis. Tu peux pas bluffer là-dessus. Impossible. Ils ne cherchent pas à savoir si le projet a réussi techniquement à la fin. Ils cherchent à analyser la granularité de ta réponse. As-tu compris les motivations cachées de tes collègues ? As-tu fait preuve d'écoute active? C'est ça. As-tu dû désapprendre ta propre méthode pour sauver le projet? Ce sont ces anecdotes hyper spécifiques,
prouvant que tu sais gérer la complexité humaine, qui valide les fameuses Power Skills. Il faut donc se constituer un vrai portefeuille d'histoire professionnelle, des études de cas personnels prêtes à être dégainées. Tout à fait. Et nos sources précisent aussi un point fascinant. Ce cadre de décision, il doit impérativement inclure la préparation aux environnements de travail de demain. Par exemple, la communication avancée devra bientôt s'appliquer dans des espaces de réalité augmentée. Ah ça, c'est le prochain défi. Bah oui, comment tu fais preuve d'empathie à travers un avatar en 3D? C'est fou. De plus, la durabilité et la conscience de l'impact social deviennent des filtres obligatoires. Une décision professionnelle ne peut plus être prise avec pour seule boussole le profit immédiat. La pensée critique de 2026, elle intègre d'office l'impact environnemental. C'est une dimension supplémentaire de complexité. En fait, si l'on synthétise tout ce cadre d'action, le message de nos documents est limpide. Investir dans ces 5 Power Skills, c'est se bâtir un capital personnel inaltérable. Inaltérable, le mot est fort. Mais c'est le cas. Un langage de programmation, il sera obsolète dans 3 ans, garanti. Une loi fiscale sera réformée. Mais la capacité, genre, à fédérer des êtres humains super hétérogènes pour résoudre un problème inédit dans un contexte de crise, cette compétence-là, son rendement composera de manière exponentielle tout au long d'une carrière. C'est une synthèse hyper percutante pour rassembler toutes les pièces du puzzle qu'on vient d'assembler aujourd'hui. J'ai envie de dire que l'idée centrale, la thèse absolue de cette exploration, elle tient en une phrase. La véritable révolution professionnelle de 2026 n'est pas technologique, elle est fondamentalement humaine. C'est le grand paradoxe que la majorité des gens refusent encore de voir. Plus la machine devient intelligente, rationnelle, infaillible et omniprésente, plus les traits qui sont profondément liés à notre condition humaine deviennent rares sur le marché. L'irrationalité créative, la capacité à générer de la confiance, la chaleur de l'intelligence émotionnelle. Exactement. Plus c'est rare, plus c'est économiquement valorisé au prix fort par les entreprises. C'est la loi de l'offre et de la demande. Ce qui amène inévitablement quiconque nous écoute à une prise de position mentale immédiate. C'est presque une décision forcée à ce stade. Le choix qui s'offre à chaque professionnel aujourd'hui, il est binaire. Soit on choisit de continuer comme avant, de se cacher derrière un mur toujours plus haut de diplômes et de certifications techniques, en espérant secrètement que l'automatisation frappera le bureau d'à côté, mais pas le nôtre. Ce qui est un pari très risqué. Très risqué. Soit l'on applique le modèle mental qu'on vient de décortiquer, et on le fait dès demain matin. On sort volontairement de sa zone de confort technique. On lève la main pour ses projets transversaux inconfortables. On traque ses propres biais cognitifs. Bref, on développe ses power skills irremplaçables pour reprendre le contrôle total de sa valeur sur le marché. C'est la seule voie pérenne. Mais, tu sais, pour clore notre analyse d'aujourd'hui, il y a une dimension intellectuelle fascinante qui émerge en filigrane de tous ces documents. Ah, qu'est-ce que c'est ? Une question qui mérite vraiment de résonner bien après la fin de notre échange et qui bouscule même un peu tout ce qu'on vient d'affirmer. Je t'écoute. Nos sources assurent que ces power skills, c'est notre bouclier actuel. C'est ce qui nous permet de maintenir notre humanité face à l'IA générative. Mais projetons-nous un peu plus loin. Poussons la logique à son extrême. Ok, on fait de la prospective. Voilà. Si, disons d'ici 2035, les modèles algorithmiques parviennent à simuler de manière absolument parfaite, indiscernable, l'empathie cognitive, l'écoute active et la persuasion émotionnelle, quelle sera alors l'ultime frontière qui définira la valeur d'un esprit humain au sein d'une entreprise ? Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.